et au développement du numérique. On a demandé de plancher ce soir après cette journée de débat. Et je sais que Daniel Naon vous a informé de ce qui avait été abordé aujourd'hui comme grande question, qui vous concerne directement depuis un moment. Nature et société, c'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci à Daniel Naon, à Alexandre Medvedovski pour leur invitation. En voyant le programme, je me suis un peu demandé quelle était ma légitimité pour conclure. D'abord, il y a des noms très très prestigieux. J'ai vu que vous aviez eu la chance d'écouter André Braic, qui lui-même m'avait fasciné. Je l'ai écouté quand j'étais ministre, avec sa manière de rendre accessibles des sujets complexes et de donner en même temps à comprendre et à rêver. Finalement, la seule légitimité que j'ai pour conclure, je me suis dit ça à l'issue de cette réflexion, c'est le point de vue du praticien. Donc je vous livre le point de vue du praticien, de celui qui, de celle en l'occurrence, qui a été confrontée à de multiples reprises à des convulsions d'une société qui interroge sa relation avec la nature. J'ai été la rapporteure de la Charte constitutionnelle de l'environnement quand on a voulu faire entrer les questions environnementales dans la Constitution. Il n'y avait aucune référence dans notre Constitution aux questions environnementales. J'ai été la présidente du groupe d'études parlementaires sur les liens entre la santé et l'environnement, quand on a voulu faire émerger à l'Assemblée nationale des problématiques qui étaient présentes dans la société, mais pas forcément dans le droit. L'impact du bruit sur la santé, l'impact de la pollution chimique sur la santé, les liens qui existaient entre l'un et l'autre. Je m'en suis occupée comme secrétaire d'État, puis comme ministre, vous l'avez rappelé, mais aussi tout simplement comme élu local, parce que ces questions sont celles un peu à tous les étages des élus. Le lien entre nature et société, il est naturellement important en soi, mais il est aussi symptomatique, je crois, de l'état des sociétés, et en l'occurrence symptomatique d'une crise. J'ai parlé tout à l'heure de convulsions, les convulsions d'une société qui interroge sa relation avec la nature. Il y a des sujets comme ça qui débordent de leur champ, qui ont de l'intérêt en soi, mais qui disent autre chose sur l'état du monde. Par exemple, je suis convaincue que le sort fait aux femmes dans les sociétés témoigne de l'état de développement d'une civilisation. Par exemple aussi, tous les ans, au dîner du CRIF, nous autres, les politiques, nous nous pressons pour dire que le sort fait aux Juifs dans une société témoigne de l'état de santé, en l'occurrence en France, de la République. Et je pense qu'on a raison. Eh bien, la relation entre nature et société, notre relation avec la nature, dit des choses, je crois, sur notre degré de maturité. Et elle dit des choses pas forcément seulement agréables. Ce qui m'amène à dire, oui, que nos convulsions sur ce sujet nous parlent de crise. Comment peut-on l'analyser ? Analyser l'état de cette relation entre les sociétés et la nature, et singulièrement entre notre société et la nature. Bon, d'abord, je crois qu'il y a deux modèles, il y a deux façons de le voir, de le lire. C'est pas nouveau d'ailleurs, c'est le cas depuis longtemps. Dès l'écriture du livre de la Genèse, vous trouvez deux récits de la création, deux façons, la création du monde, deux façons différentes de voir les choses sur la relation entre l'homme et la nature à travers ces deux récits de la création. On pourrait croire, pour certains, et c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui dans le débat, en filigrane, à un genre de téléologie. L'homme aurait été au début dans sa gangue, qui est la nature, prisonnier, enfermé, en osmose. Et puis peu à peu, il s'en serait sorti, et en sortir, ça voudrait dire s'en libérer, il s'en serait extrait, et progressivement, il s'éloigne.
Il distancie, il domine de plus en plus le sujet, qui devient d'ailleurs un objet, il se perfectionne. Bref, plus il s'éloigne de la nature, mieux c'est pour lui et mieux il est. C'est une façon de penser qui a son corollaire dans plein de disciplines et d'ailleurs des implications très concrètes. Il y a, bien sûr, on trouverait dans la série des disciplines, des écoles de pensée, le positivisme, une certaine relation avec la technologie. C'est le point de vue aussi, celui-là, de beaucoup de mes collègues de tous horizons politiques, je tiens à le préciser, et j'ai souvenir en disant ça, des débats sur la charte constitutionnelle de l'environnement, débats passés il y a quelques années, débats récents et probablement à venir sur le principe de précaution, puisque c'est la même logique qui amène aujourd'hui certains à lutter contre le principe de précaution et à en faire, en luttant contre lui, un genre de totem, le symbole d'une marche aujourd'hui interrompue vers le progrès, donc un symbole qu'il faudrait abattre, puisque ce serait un obstacle dans une espèce de long développement linéaire qui, nous conduisant à nous extraire de la nature, nous emmènerait forcément plus loin, plus haut et mieux. Et puis, il y a l'autre façon de voir les choses qui pourrait nous amener à penser qu'il y a un troisième temps dans la relation entre la nature et la société. Il n'y a pas une progression linéaire vers un homme en quelque sorte sans naturalité ou détaché de sa naturalité. Et il y a un troisième temps, il y aurait eu au début l'homme dans sa gangue, puis l'homme en guerre contre son environnement, cette histoire qui est une part de lui encore très proche, dont il cherche justement à s'extraire. Et puis enfin le troisième temps, le temps de l'équilibre, l'homme dans une relation sereine avec son écrin, le temps qui pourrait être celui de l'écologie, qui logiquement serait celui de l'écologie. Un temps qui vient ou un temps qui devrait venir, et ça devient même urgent, c'est tout l'enjeu des politiques à mettre en place. Ça vient s'illustrer ce dernier temps dans plein de politiques publiques, dont certaines sont d'une grande actualité. Question de la pollution en ville. Je ne sais pas si vous avez vu qu'hier, Paris était la ville la plus polluée au monde. Il y a en fait maintenant un baromètre, une espèce de baromètre instantané. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire grand-chose. Et évidemment, ce qui est important, c'est la pollution de fond, la pollution sur l'année. Mais hier, il y a eu un moment, quelques heures, où Paris était la ville la plus polluée au monde, devant Shanghai, devant Rio, devant d'autres villes qui nous avaient plus habitués à ça. Ça vient s'illustrer aussi dans des nouveaux désirs qui cherchent écho dans les politiques publiques. Toujours du côté de l'écologie urbaine, par exemple, la question de la nature en ville. C'est paradoxe. On vient vivre en ville. Normalement, c'est qu'on aime le bitume. En tout cas, on l'accepte. Et il y a aujourd'hui une demande croissante de la part des populations urbaines à mettre du vert, mais un peu de vert sur les murs végétalisés, ou aussi beaucoup de vert, de retour au vert à l'intérieur de la ville, avec par exemple les jardins partagés, ou cette perspective en développement d'une ville productrice de nature et productrice tout court, une ville où on fabrique par exemple sa subsistance. Il y a dans tout ça des urgences, bien entendu la question de la lutte contre le changement climatique, qui finalement le mur contre lequel vient se heurter cette possibilité d'avoir un troisième temps de la relation entre l'homme et la nature, un moment rattrapé par sa gangue qui aura fini par le dévorer, le détruire à raison de ce qu'il aura bien voulu la détruire lui-même. Et puis des urgences qui sont celles peut-être un peu plus quotidiennes, dont on parle aussi un peu moins facilement. J'évoquais tout à l'heure mes fonctions de présidente du groupe d'études santé et environnement. Et par exemple, la question croissante de l'impact de la pollution chimique sur la santé, de la prégnance de la pollution chimique dans notre environnement, façon dont nous nous trouvons rattrapés par nos propres activités, de manière très brutale et angoissante quand il s'agit de santé reproductive, ou peut-être moins
moins évidente, encore que quand il s'agit de cancers environnementalement dépendants. Et pour finir, tout ça, c'est surtout des questions de la description. Les meilleures et les plus jolies réponses, mais ce ne serait pas pour une conclusion, ce serait pour un exposé en soi, donc je ne les développerai pas. Mais les meilleures et les plus jolies réponses sont sans doute dans toutes ces disciplines qui permettent en quelque sorte de boucler la boucle, de faire du troisième temps une redécouverte de ce que la nature produit de meilleur, mais une redécouverte évidemment sublimée avec les progrès technologiques. Ça se passe beaucoup du côté de la pharmacopée, avec les dernières découvertes absolument étonnantes. Les meilleures molécules, les molécules les plus puissantes sont issues aujourd'hui des sociétés et des milieux où la nature est restée primaire. Mais ça se passe aussi du côté de l'architecture, avec par exemple ce mouvement d'une architecture bioclimatique, et même au-delà, d'une architecture qui imite les dessins, les configurations, les artifices, en quelque sorte, aussi de la nature, pour, d'une manière complètement artificielle, mais en retrouvant ce qui a fait génie des origines, nous donner à vivre toujours mieux, mais néanmoins dans le respect de notre environnement. Merci à tous.